Épisode numéro 71 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous et merci d'être là encore une fois cette semaine. Pour ceux qui nous écoutent en live, les mercredis soirs 20h sur la page Facebook, la page Twitter ou la page YouTube de Passion MLB qui sont là pour venir interagir avec nous, venir poser vos questions. Ou merci évidemment à ceux aussi qui nous écoutent dans un format podcast un peu plus traditionnel. Évidemment, on est le 23 juillet. Ce 23 juillet, nous sommes à 8 jours de la date limite des transactions et ce sera la chance de se reprendre pour la semaine passée parce que, comme Patrick le souligne, on s'est manqué la semaine passée. On a eu un petit problème technique sur Facebook, notre plateforme qui nous a déconnectés après 2 minutes et demie. Donc, c'était un petit peu hors de notre contrôle. On s'en est rendu compte un petit peu trop tard. On s'en est rendu compte, en fait, quand on a vu un petit peu moins de commentaires venir de Facebook. Quand je dis un petit peu moins, je veux dire pas du tout, évidemment. Mais on se reprend cette semaine à une semaine de la date limite des transactions. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. Et cette semaine, à mes côtés, pas de Sébastien Berroir qui profite de ses vacances bien méritées. Pascal Harvey qui est avec nous. Pascal, comment vas-tu? Ça va bien, Charles. Heureux de prendre le relais pour Sébastien là, et ses vacances. Voilà, l'importance d'avoir un bon frappeur suppléant qui peut sortir du banc et faire exactement le même travail que le partant. C'est tout aussi utile. Voilà. Ça, ou aimes-tu mieux l'analogie du closer, c'est pour toi. Je ne sais pas si tu es plus frappeur ou lanceur, mais je te laisse choisir ton rôle. Dans les circonstances, je pense que je serais plus frappeur suppléant. Là. OK, c'est bon ça. Ouais. Des frappeurs suppléants, justement, il y en a plusieurs qui vont se faire échanger dans les prochains jours. Évidemment, comme je l'ai dit, là, c'est dans 8 jours la date limite des transactions. À chaque fois que la date limite des transactions arrive, Pascal, il y a toujours une espèce d'effervescence de dire, on dirait que c'est un monde où tout est permis. Tu sais, il y a beaucoup de noms qui circulent. Puis même les jeunes de certaines équipes, tu te dis, je vais appeler à Pittsburgh, voir si O'Neill Cruz est disponible, ou je vais appeler à Washington. Tout d'un coup, que je suis capable de sortir Mackenzie Gore ou quelque chose comme ça. Évidemment, pas à rabais. Là. Si ces gars-là sont échangés, ce sera à fort prix, mais on dirait que tout est possible à l'entour de la date limite des transactions. Il y a une espèce de magie qui s'installe, évidemment, là, parce que oui, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Avec la formule des séries qui a été modifiée au fil du temps, c'est moins clair, hein, parce qu'il y a encore des équipes qui ont de la difficulté à se positionner. Est-ce qu'on va être du côté des vendeurs? Est-ce qu'on va être du côté des acheteurs? Parce que les véritables vendeurs, on les connaît déjà. Mais est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à vendre? C'est la question qui se pose. Est-ce que tu es capable d'aller chercher quelque chose au Colorado? Est-ce que tu es capable d'aller chercher quelque chose de potable chez les White Sox et les équipes de queue? C'est la question qui se pose. Mais oui, pour revenir à la magie, on essaie toujours de frapper le grand coup. Puis quand c'est possible de le faire, on essaie d'en profiter. Mais les premiers servis seront les mieux servis parce que plus on va avancer vers la date limite, puis moins il y aura de joueurs intéressants disponibles. Fait que j'ai hâte de voir les premiers, mais vraiment les premiers mouvements qu'on va avoir. Oui, je suis d'accord avec toi. Surtout, dans les années passées, prenons la transaction de Justin Verlander qui avait été échangé de Détroit à Houston à la fin du mois d'août. Ça s'était fait vraiment à la dernière heure, là, à 11h50 ou à peu près. C'était dans le temps où il y avait le ballottage révocable. C'était une façon, bref, de pouvoir finir par échanger quelqu'un un petit peu plus tard. Dans ce temps-là, il y avait 5 équipes en série par ligue au lieu de 6. Là, tu regardes le classement, il y en a beaucoup qui ne savent pas encore s'ils vont vendre ou ils vont acheter. Ils vont devoir peut-être improviser un peu une décision en fonction du marché ou en fonction de peu importe. On sort le baromètre puis on se croise les doigts. Là. Exact. Puis il va falloir que ça se fasse dans les prochains jours parce qu'il n'y a plus de revenez-y. Rendu le 2-3 août, tu ne peux pas avoir de regrets et dire « Ah mon Dieu, j'aurais-tu dû échanger ou j'aurais-tu dû aller chercher plus? » ou tu peux plus, là, tu peux plus revenir. Donc, vraiment, les prochains jours vont être assez décisifs à ce niveau-là. Puis, tu sais, on peut mettre facilement dans la même division que les Blue Jays, on peut mettre les Red Sox et les Rays qui doivent se sentir un peu dans cette position-là. Mm-hmm. Les Rays, c'est l'histoire de leur vie. Là. Même quand ils sont au sommet de leur division ou à peu près, on va vendre puis on va acheter. Puis c'est toujours la même histoire. Si les Rays t'appellent, qui veulent t'échanger un joueur de position puis qui ciblent un lanceur, tu raccroches, tu dis non. Puis tu t'arranges pour développer ce lanceur-là parce que les Rays viennent te donner un secret. Ils ont senti quelque chose. Oui, c'est ça. Tu appelles ton gérant dans les mineurs, tu dis écoute, je ne sais pas pourquoi, mais ce gars-là, on lui donne une promotion dans le 2A demain matin. Oui, puis ça presse. On veut pas le perdre. Je suis capable de te dire pourquoi, mais j'ai reçu un appel de Tampa Bay. Donc, Pascal, là-dessus, allons-y avec notre bloc sur les Blue Jays de Toronto. OK, Blue Jays, let's play ball.
Ça va bien chez les Blue Jays de Toronto, malgré la défaite d'hier mardi, défaite crève-cœur, le Jeff Hoffman qui a accordé un circuit à Ben Rice en 9e manche. Au moment où on se parle, les deux équipes s'affrontent là, pour l'honneur de la série. C'est 1-1 en fin de 4e manche au moment où on se parle. Pascal, il va avoir par la force des choses beaucoup de noms qui vont circuler à Toronto parce que c'est pas une surprise. Même si on a revampé l'enclos durant la saison morte, puis même si on a ajouté Max Scherzer durant la saison morte, ben, tu le sais comme moi qu'une équipe qui aspire à la Série mondiale, ça prend encore, toujours des lanceurs. On n'a jamais assez de bons bras. Non. Peu importe que ce soit dans la rotation de partant, peu importe que ce soit dans l'enclos. Qui aurait dit l'an passé que les champions de la Série mondiale, les Dodgers, allaient avoir des bullpen days durant les séries éliminatoires? Donc, eux, ils ont eu besoin de leur enclos de releveur. Il y en avait, heureusement pour eux. Mais c'est pas dit que ça n'arrivera pas aux Blue Jays. C'est pas dit que ça n'arrivera pas à certaines équipes qui vont faire les séries. Donc, à la date limite des transactions, oui, tu regardes si tu peux revamper ton attaque, mais tu regardes surtout si tu peux aller te chercher des bons bras supplémentaires. Oui. Ce sera définitivement le cas. À l'attaque, dans un monde sur le monticule, dans un monde idéal, ça prendrait un lanceur partant, mais de plus en plus, Pascal, le bruit qui court, c'est que des lanceurs partants de premier plan, parce que tu peux aller chercher un lanceur partant qui est ton lanceur numéro 5, mais rendu en série, ça ne donne pas grand-chose. Des lanceurs partants, il va en avoir en quantité limitée, disons-le comme ça. Des releveurs, il y en a toujours un petit peu plus, parce que tu peux toujours en dénicher dans une équipe, trouver le gars qui est hot cette année-là, parce que les releveurs, c'est assez volatile. Donc, peut-être que les Blue Jays, le bruit qui court, si on n'arrive pas à aller chercher un lanceur partant de cette trempe-là, ben on pourrait compenser en allant se créer un super enclos. Puis écoute, connaissant John Schneider en série qui enlève ses partants rapidement, je ne pense pas qu'il va se plaindre d'un super enclos. Ben, ça ferait son affaire, c'est sûr. Ben oui. Ça ferait son affaire. Puis, tu sais, en série, c'est sûr que les partants des Blue Jays, ce n'est pas des genoux, mais c'est quand même des gens qui sont capables de te donner des manches. Ouais. Tu sais, Schneider, il va avoir à composer avec ça. Est-ce que je retire Gausman à un moment précis de la partie en sachant que je ne me fie pas nécessairement sur mon enclos? Ben, la réponse, c'est non. Si tu vas te chercher quelques bons releveurs supplémentaires puis que tu as l'embarras du choix, ben, de sortir Gausman ou de sortir Berrios plus tôt dans le match, ben là, tu peux te permettre de le faire. Tu peux te permettre de guesser en disant j'en ai 2 bons releveurs supplémentaires en qui j'ai confiance. Ben oui, je peux me permettre d'enlever mon partant plus rapidement, mais c'est toujours un peu risqué quand même. Ouais, c'est risqué surtout si le partant va bien. Il ne faut pas avoir de plan établi comme le fameux match José Berrios il y a quelques années. Là, je pense que tout le monde se souvient de ce qui s'était passé là. Ouais. Un autre aspect aussi qui peut faire en sorte que les Blue Jays pourraient avoir besoin d'un peu d'aide dans l'enclos, c'est Yimi Garcia. Il n'a pas recommencé à lancer encore. C'est un releveur de premier plan pour les Blue Jays. Ce n'est pas le closer, ce n'est pas Jeff Hoffman, mais il était quand même capable de manger des manches importantes. C'était pas juste un gars qu'on amenait en 6e manche parce que le lanceur partant était parti un petit peu trop rapidement. Il faisait vraiment partie d'une série où tu te dis, ben écoute, si j'ai mes releveurs de premier plan, Yimi Garcia en faisait partie. Ça, par la force des choses, ça fait en sorte que, ouais, si les Blue Jays sont capables aussi d'aller justement chercher un releveur de premier plan qui est capable d'aller chercher beaucoup de retraits sur 3 prises, ça peut être une option intéressante, justement. Puis si Yimi Garcia, en plus, est de retour en série, ben, ce sera comme la série sur le Sunday. Mais si jamais il n'arrive pas à reprendre son rythme en cours de saison, ben, au moins, tu ne te retrouves pas le bec à l'eau. Ouais, absolument, absolument. Il va falloir trouver une réponse à ça. Puis, tu sais, en série comme en saison régulière, c'est important d'avoir un bon finisseur, quelqu'un qui va venir finir la partie. C'est bon d'avoir quelqu'un qui va mettre la table également, mais en série aussi, c'est bon d'avoir quelqu'un qui va être fiable en 5e, en 6e et en 7e manche. Parce que peu importe ton releveur, peu importe ton partant, comme tu le dis, tu ne retires pas un partant qui va bien, mais quand tu as des points d'interrogation après 100 tirs, exemple, bien là, tu commences à mettre des plans de l'avant. Fait que oui, de remplacer Garcia par un lanceur tout aussi dominant, bien, ça te permet d'avoir un rôle précis à donner à quelqu'un. Au niveau de l'attaque, pas nécessairement de grands problèmes à l'attaque chez les Blue Jays. Ça va quand même bien, évidemment, toujours façon de s'améliorer. Moi, je vois la situation peut-être d'aller chercher un frappeur droitier qui pourrait sortir du banc. Ça pourrait être idéal. Ce qui peut changer la donne dans tout ça, Pascal, c'est Anthony Santander. Évidemment, il a très mal frappé en début d'année. Il y avait une blessure. Il est sur les lignes de côté depuis 1 mois. Et là, ce qu'on apprend, c'est que non seulement il n'a toujours pas recommencé à prendre des élans, mais ça va prendre quelques semaines avant qu'il le fasse.
Donc là, quelques semaines avant qu'il recommence à se lancer, après ça, quelques semaines à se pratiquer, quelques séances dans les mineurs avant de revenir, le temps de retrouver son timing. C'est pas dit que ce gars-là va contribuer cette année. Je te dis pas que sa saison est terminée, peut-être que oui, mais s'il revient, ça va être très, très, très dur de retrouver le timing de plusieurs mois d'absence comme ça, avec des maux d'épaule et tout. C'est pas simple pour Anthony Santander. C'est pas pour ça qu'il avait été signé, mettons. Ben, pas du tout. Pas du tout. Puis je vais faire un jeu de mots qui est un peu boiteux, mais on n'a pas frappé un coup de circuit avec Santander cette année. Non. Puis tu sais, on en avait parlé au podcast, Charles, avec Sébastien, qu'on avait même exploré l'idée de transformer un peu le style de Santander et en faire un frappeur plus de contact, enlever l'aspect puissance pour justement l'aider à se remettre. Ça, je pense qu'il faut oublier le projet. Là. Ce joueur-là. C'est une fausse bonne idée. Ça a toujours été une fausse bonne idée. Puis ça l'est encore d'ailleurs. Puis je pense qu'on a mis ça pas mal sur la dernière tablette de l'armoire. Là. Ça fait que c'est vraiment dommage parce que c'était notre grosse signature de l'entre-saison, là, à défaut d'avoir signé d'autres gros joueurs. Puis ça arrive des blessures. Ça arrive dans tous les sports. Au baseball, le baseball n'est pas épargné. Mais ça sent l'année perdue. Oui, il peut revenir, mais il n'y aura pas l'impact, selon moi, qu'il aurait eu étant en forme. Non, assurément. C'est tout ce qui arrivera avec Anthony Santander, si ça arrive, il faudra le considérer comme du boni. Pour l'instant, c'est vraiment pas de l'acquis. Un, par exemple, qui pourrait se lever, c'est Vladimir Guerrero Jr. Il ne connaît pas une mauvaise saison. Il n'y a personne qui va dire que Vladimir Guerrero Jr., qui a été le premier but partant de l'Américaine au match des étoiles, bon, évidemment par sa popularité, mais il n'y a personne qui dit qu'il y a une mauvaise saison. Mais il n'y a pas une saison d'un gars qui vient de signer pour 500 non plus, Pascal. C'est beaucoup de... il frappe des simples, puis une fois de temps en temps, il y a des matchs plus difficiles, mais on dirait qu'il y a de la difficulté à mettre le club sur ses épaules cette année. On dirait qu'il frappe comme un frappeur 6-7, c'est-à-dire un gars que tu dis, ah, écoute, Ernie Clement aurait ce genre de saison-là, puis tu dirais, ben, c'est extraordinaire, c'est tout ce qu'on demande d'Ernie Clement. Vladimir Guerrero Jr., ben, les attentes doivent monter un petit peu par la force des choses. Il doit mettre le club sur ses épaules, il doit passer au prochain niveau. J'ai l'impression que personne s'en plaint très haut et fort présentement pour deux raisons. Un, parce qu'il vient de signer, puis tout le monde est content qu'il ne parte pas. Puis deux, parce que le club va bien. Donc, tu sais, le rendement de l'équipe. C'est ça. Si ça allait mal par la force des choses, peut-être que ça chialerait plus. Mais en ce moment, ça ne chiale pas beaucoup pour ce qu'il fait. Ben, ça ne chiale pas pour ce qu'il fait. Puis comme tu le dis, il frappe presque pour 290, qui au baseball majeur, quand tu joues à tous les jours, c'est quand même pas pire. Puis si c'était un autre joueur qui frappait pour sa moyenne, qui avait le nombre de coups sûrs que Vlad a, on se taperait dans les mains. Oui, les Blue Jays vont bien, donc son rendement paraît un peu moins mal, mais n'empêche qu'il contribue quand même aux victoires des Jays. Hier, on l'a vu, il recommence à avoir de l'entrain, veut pas. Puis tout le monde est d'accord pour dire que l'ambiance qu'il y a à Toronto actuellement, c'est l'ambiance qu'on a déjà vécue dans les dernières bonnes années où il y a eu des joueurs de qualité. Maintenant, oui, c'est clair que Vlad peut et doit en donner plus parce qu'il a signé un contrat élite. Il doit se comporter comme un joueur élite. Actuellement, il n'est clairement pas dans la même catégorie que les Aaron Judge, que les Shohei Ohtani, même que les Juan Soto, qui n'a pas une année à tout casser non plus. Mais n'empêche que Vlad, dans sa situation, il est établi comme le joueur concession. Ben, tu dois agir ainsi. Puis, ça paraît encore moins pire parce que des joueurs comme Bo Bichette ont une bonne saison. D'autres joueurs répondent à l'appel, puis il y a un collectif. Tu sais, je vais te faire sourire, Charles. Quand je regarde ce qui se passe à Toronto actuellement, je compare ça à un meuble Ikea. Tu sais, tout le monde dit, quand on monte notre meuble Ikea, il reste toujours un petit peu de pièces dans le sac. Puis on se dit, notre meuble, il est monté. Si tu ne t'appelles pas Guerrero, si tu ne t'appelles pas Bichette, si tu ne t'appelles pas Kirk, si tu ne t'appelles pas Barger, tous les autres joueurs, moi, je les considère comme étant les pièces qui restent dans le sac. Ben, cette année, Schneider a décidé qu'elle allait utiliser ces pièces-là, même si le meuble est déjà monté et solide. C'est ce qui fait la différence. Fait que tu sais qu'un Vladimir produise moins, soit moins puissant, ben ça prouve un peu la philosophie de l'équipe de ne pas se fier uniquement sur la longue balle comme on le faisait du temps des Gurriel, du temps des Hernandez et ainsi de suite. Donc, la philosophie de l'équipe, veut pas, cette année, elle a changé. J'aime ton analogie, c'est sûr que je vais la réutiliser. Les pièces Ikea. Les pièces Ikea, d'ailleurs, là, je pense que c'est un des duels contre les Giants
Ils ont gagné un match à eux seuls. C'est un match qui a fini 3-0 puis que les Un match 4-0. Puis, exact. Puis que les 3-4 points produits ont été produits par les frappeurs 7-8-9. Mais il n'y avait pas ça nécessairement l'an passé, en début d'année. C'est ce qui a coulé le club. La deuxième moitié de saison, c'était plus des essais, puis on a fait monter des jeunes. On comprend le principe. Mais en début d'année, il n'y avait pas ça. Là, on le retrouve un peu plus. Puis tu as raison, c'est ces pièces IKEA-là qu'on ne sait pas toujours quoi faire. Ben, ils font vraiment la différence. Ben, absolument. Absolument. Puis ça permet de jouer du baseball de base. Qui, comme tu l'as dit, contre les Giants, permettent de remporter des victoires. Puis tu n'es pas obligé de remporter des victoires de 9-8 à grands coups de circuit non plus. Tu sais, une victoire de 3-0, ça fait la job. Là. Oui. Si tu t'en vas dans la colonne des W, peu importe la façon, ça c'est ce qui permet de fonctionner. Hey, d'ailleurs, ça aurait été le fun de voir IKF dans les pièces IKEA. Absolument. Oui. Il était là l'an passé, ben non, les Blue Jays l'ont changé. Il sert de pièce ailleurs. Oui, voilà. On a quelques petits commentaires, Pascal. D'ailleurs, dans notre premier bloc, il y a Jean-Michel qui nous dit que Pascal est plus un sage que Sébastien. Donc, je te passe le message et je le passe à Sébastien. Si jamais il nous écoute présentement, ben on le salue. C'est une question d'art, Jean-Michel. Uniquement. Matt qui nous demande, est-ce que cette saison sera l'année où Shapiro et Atkins auront le respect du public et des gens de baseball, donc une année de référence niveau baseball? J'ai l'impression que ça va dépendre de ce qu'ils font à la date limite. Puis, ils sont en bonne position de le faire. C'est une équipe qui est mieux placée que jamais sous leur règne, à part peut-être 2016, mais ils venaient juste d'arriver. Ce n'était pas leur équipe à eux. C'était l'équipe d'Alex Antopoulos encore. Là, c'est vraiment leur équipe. Leur empreinte est partout dans cette organisation-là. Puis leur contrat vient à échéance. Il faut garder en tête que le président Shapiro n'a plus de contrat à la fin de l'année. Atkins, c'est dans 1 an. Donc, si ça ne va pas bien cette année, ben, c'est eux autres qui écopent. Peut-être que ça peut faire en sorte que, ouais, tu sais quoi, j'hésite à donner un espoir, mettons, de premier plan pour aller chercher du renfort. Je vais peut-être le faire si ma job est sur la ligne. Ben, on va arrêter peut-être de dire que c'est les ding et dong du baseball majeur. Mais en même temps, Antopoulos, il a fait sa marque, mais Antopoulos, il a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup pour aller chercher des joueurs. Les deux personnes en place actuellement, Shapiro et Atkins, prennent beaucoup moins de risques. Oui, à l'aube de terminer leur contrat, s'il avait fallu que les Blue Jays soient avant-derniers de leur division au moment où on se parle, ça aurait été la panique. Là. Puis ces gens-là auraient clairement possiblement perdu leur job. Mais là, cette Guerrero n'avait pas été signé non plus. Là. Ils ont signé Guerrero puis ils ont amené le club dans cette position-là. Donc, ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour le moment. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis, la blessure à Santander, personne ne pouvait la prévoir. Fait que ça, on peut pas les mettre dans. On peut pas mettre cette signature-là dans les ratés parce que Santander en forme, c'est une autre paire de manches. Fait que oui, ces gens-là, actuellement, sauvent leur emploi, puis paraissent très bien. Ils ont dû avoir chaud à certains moments de la saison. Mais actuellement, je pense que l'histoire leur donne raison. Ils n'ont pas sacrifié énormément à venir jusqu'à présent. Est-ce qu'il va falloir qu'ils le fassent là? Ça reste à voir. Ils ne sont pas remplis, ils n'ont pas une valise remplie de talent dans les mineurs non plus. Ça ne déborde pas de talent comparativement à d'autres équipes qui ont peut-être plus de possibilités à la date limite des transactions. Mais il y a moyen de faire de la magie encore. Je pense que le sac de tour n'est pas fermé. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui nous concocte à ce moment-ci. Il y a le dossier de Beau Bichette aussi qui fait jaser Patrick qui nous dit « Moi, la situation de Bichette me rend perplexe. Il ne faudrait pas perdre Bichette gratuitement non plus. » Écoute, il ne sera pas échangé à la date limite des transactions. Là, une équipe dans la position des Blue Jays n'échange pas ce joueur-là. Ça fait des années qu'on dit, Pascal, que le bruit qui court, c'est que Beau Bichette, il ne veut pas rester à Toronto, va quitter. Je ne sais pas jusqu'à quel point la signature de Guerrero Junior à long terme et les succès de l'équipe cette année dans une organisation où il se plaît, là, cette année en 2025, Bichette aime ça. Est-ce que ces deux aspects-là peuvent le convaincre de rester à la fin de l'année? Je ne le sais pas, parce qu'on ne sait pas c'était quoi précisément les raisons qui faisaient en sorte qu'il était destiné à changer d'organisation. Donc, on ne peut pas nécessairement se prononcer sans parler à travers notre chapeau là-dessus. Ceci étant dit,
S'il faut le perdre à la fin de la saison parce qu'il ne veut pas signer, ben ce sera ça, puis ce n'est pas une raison pour l'échanger là. C'est soit on le signera l'hiver prochain ou on le perdra parce que présentement, échanger Bo Bichette, ce n'est pas une possibilité pour les Blue Jays. Ben, il est très important pour l'équipe. Ben oui. On voit qu'il y a du plaisir, on voit qu'il frappe comme le Bo Bichette qui a connu du succès il y a quelques années. Lui, c'en est un frappeur de contact. C'est comparativement à d'autres joueurs qui sont catalogués puissance. Il est capable de la mettre de l'autre côté aussi, mais il n'est pas payé pour ça. Le grand gagnant de la saison actuellement à Toronto, c'est Bo Bichette. Ouais. Bo Bichette est en fin de contrat. Il a vu son ami avec qui il a grandi aller chercher un contrat de 500 millions. Bo Bichette ne touchera jamais l'argent que Vladimir Guerrero touche actuellement. Ce n'est pas le même genre de joueur. Mais il a fait le travail, devait connaître une grosse saison parce qu'il est en fin de contrat. Il fait le travail. Il amène l'équipe à un autre niveau. Non, on ne peut pas l'échanger. Ce serait horrible de l'échanger à la date limite. Mais il a son avenir entre les mains. Puis il a très, très, très bien joué ses cartes. Puis il met de la pression sur l'équipe actuellement. Absolument. S'il veut rester, probablement que la possibilité sera là. Puis s'il veut partir, ben, il n'y a personne qui va le forcer à signer à Toronto. Donc, il prendra la décision en temps et lieu. Mais présentement, c'est pas, il ne doit pas avoir la tête à ça. Puis s'il a la tête à son contrat, ben, il n'y a pas les priorités à la bonne place. Là, je suis persuadé, de la façon qu'il joue, je suis persuadé qu'il pense à ses performances. Je pense que oui. Moi, je lui donne le bénéfice du doute là-dessus. Puis en même temps qu'on dit qu'il n'est peut-être pas heureux à Toronto, mais de l'autre côté, il dit apprécier la présence de Vladimir. Je me répète, ils ont grandi ensemble dans l'organisation, ils ont fait leur début, ils ont brillé au même moment. À un moment donné, les gens disaient il va falloir que l'équipe fasse un choix. Peut-être que l'équipe n'est pas nécessairement obligée de faire un choix. Oui, là, on a catalogué clairement Vladimir Guerrero comme étant le joueur de la concession, mais ça n'empêche pas de donner un bon contrat à Bichette pour ce qu'il vaut. Ben oui, puis si tu étais prêt à donner 700 à Ohtani, puis que tu étais prêt à donner ou à peu près 765 à Juan Soto, ben là, tu as donné 500 à Vladi. Si mes calculs, je calcule vite fait, il te reste 2,65 que tu n'as pas dépensé. Là, je sais qu'on ne calcule pas nécessairement toujours comme ça, mais c'est une organisation qui a de l'argent, les Blue Jays de Toronto. Donc, s'ils veulent garder Bo Bichette, le hockey du propriétaire ne devrait pas être un enjeu. Peut-être que la direction décidera de ne pas mettre cet argent-là ou peu importe, mais ça ne devrait pas être parce que c'est pas une situation à la pirate de Pittsburgh de le propriétaire n'a pas d'argent. Si Bo Bichette part, ce ne sera pas une question d'argent. Il y a de l'argent à Toronto, puis si Bo Bichette part, parce qu'il aura décidé de partir. Exact. Luc Alexandre qui nous dit ici, j'ai été au Rogers Center pour les matchs contre les Giants. L'ambiance dans le stade en ce moment est incroyable, tellement un beau week-end de balle. C'est ce que tu disais tantôt, il y a une ambiance de baseball, puis ça se ressent. Là, quand les Blue Jays vont bien, tout va bien. C'est un peu ça. Là, oui, puis c'est la seule équipe canadienne, donc ça se ressent partout au pays. Et puis, veut pas, même s'il y a beaucoup d'équipes dans le baseball majeur, même s'il y a des équipes emblématiques, on n'a pas le choix à cette étape-ci de la saison, quand les Blue Jays sont aussi haut au classement, de se ranger derrière la seule équipe canadienne qu'on a. Puis, oui, il y a les gens qui sont dans le stade au moment de la partie, mais il y a tous les autres Canadiens qui aiment le baseball et qui en profitent également. Oui, absolument. Ceux de Vancouver peuvent difficilement se déplacer. C'est plus les matchs à Seattle qui sont ciblés, là, comme on le sait. Oui. Mais non, sans les expos, par la force des choses, là, c'est devenu. Ils ont fait un bon travail là, pour devenir l'équipe du Canada quand même. Là. Chapeau là-dessus à Alex Antopoulos, qui avait justement décidé de venir jouer des matchs au Stade olympique. Ça a marqué un tournant ça, dans le baseball au Québec aussi. Tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a une dizaine d'années, ça avait ramené un petit peu l'ambiance baseball au Québec, ce qui était disparu, puis c'est normal. Là, on avait un deuil à faire là, collectivement à Montréal, au Québec en général. Puis là, de voir que les Blue Jays allaient bien, puis il y avait Alantopoulos, puis éventuellement, ils ont signé Russell Martin. Ils ont créé cette identité-là de se rattacher aux Québécois. Là. Ils ont très, très bien travaillé le dossier. Puis je me souviens à l'époque, avant que les Jays viennent jouer des matchs au Stade olympique, le baseball était totalement en perte de vitesse au Québec. Il y a des terrains de soccer qui se construisaient sur d'anciens terrains de baseball. On était en train d'éliminer le baseball en ville. On était en train d'éliminer le baseball en région. La présence des Jays a démontré à une nouvelle génération que oui, les expos ont existé. Oui, il y a des gens qui sont déçus, mais la nouvelle génération qui n'a pas connu les expos, qui n'en ont que pour les Blue Jays, eux, ça a ravivé la flamme, puis ça a permis de créer une identité. Puis les Jays auraient pu s'asseoir sur leur laurier et dire « on est seul ». On n'a aucun travail à faire, on n'a aucun mérite, on est la seule équipe au pays. On a juste à travailler un petit peu
notre alignement pour avoir des joueurs populaires, puis on va avoir tout le Canada derrière nous. Mais au contraire, ils ont travaillé excessivement fort, puis les matchs à Montréal en ont fait partie. Là. Aller chercher les Québécois quand tu es un club ontarien, je pense que les Sénateurs d'Ottawa ont des notes à prendre. Les Red Blacks au football aussi, je dirais, là, parce Oui. que c'est pas facile. C'est pas Oui, facile, tu as raison. Tu as raison. Quand tu es toujours la deuxième équipe ontarienne, puis que tu essaies de percer du côté du Québec, c'est plus difficile. Ouais. On s'entend que dans leur cas, s'ils s'aidaient un peu, évidemment, tu n'iras pas chercher Montréal, mais tu peux aller chercher Gatineau si tu te forces un peu. Oui, c'est quand même un bassin intéressant. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un autre débat. Peut-être que les sénateurs devraient commencer à ne pas faire 4 erreurs dans leur communication en français sur Twitter. Revenons à nos moutons, donc. On parlait un petit peu faire des liens avec les expos, puis tantôt, on parlait des releveurs. Il y a Patrick qui nous dit « Pascal doit se rappeler du temps des expos où Roas mettait la table pour Wetland en fin de match comme ça. » Ben, Roas, c'était le meilleur lanceur qui n'est pas closer dans les majors, puis il l'a été pendant plusieurs années. Le duo Roas-Wetland, on l'a vu en 94, là, était le duo le plus dominant des majors. D'ailleurs, Wetland va être parmi nous dans la tournée de balles d'Expo Fest. Il va faire un retour au Québec, fait que j'ai hâte de voir. Oui, un joueur comme Roas, puis il y a quelqu'un qui s'appelle Kate Smith à Cleveland. Moi, je trippe carrément sur ce joueur-là. Est-ce qu'il doit être disponible? Je pense qu'il y a eu quelques papiers décrits là-dessus, Charles. Autant Classy que Smith, est-ce qu'ils vont être disponibles? C'est un Canadien, Smith, d'abord et avant tout. De le voir à Toronto, ce serait exceptionnel. Oui. Ce sera pas gratuit si jamais il bouge. Ça va coûter cher. Ouais, j'ai l'impression que ça va être dur, puis j'ai l'impression que s'il est échangé, je mets un gros si, ce ne sera pas tout de suite, puis ce serait peut-être plus durant la période de la saison morte, donc durant l'hiver, parce que tu peux avoir un petit peu plus d'équipes qui sont dans le dossier. Mais oui, Kate Smith, rappelle-toi ces séries l'an passé, à quel point il était dominant. Ça n'avait pas de bon sens. On dit que Classy est dominant. Smith était encore plus dominant. Classy, il a connu son Waterloo là, dans les séries l'année passée. Il a été déclassé. Il a été déclassé. Mais moi, le scénario que j'envisage peut-être à moyen terme, c'est que Classy soit échangé et que Smith devienne celui qui va finir les matchs à Cleveland. Oui, ça, c'est un bon scénario aussi. Puis, tu sais, surtout, dis-moi si je me trompe, mais Smith, c'était une recrue l'an passé, c'est sa deuxième année cette année. Donc, il reste encore plusieurs années de contrôle. Vite de même, au moins 4. Classé, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais ça ne prendra sûrement pas 4 ans avant de devenir joueur autonome. Donc, si tu en échanges un, tu échanges Classé, qui est un plus gros nom, qui est peut-être plus reconnu, qui est plus sexy si tu es une équipe qui va le chercher. Mais Kate Smith en arrière, tu as raison, c'est tout un travail qu'il fait. Puis le parallèle est bon là, avec un Roas comme ça en 94 ou durant ces années-là. C'est des très bons duos. Assurément. On parlait de ça va coûter cher si jamais tu vas chercher un Kate Smith ou un espoir comme ça. Il y en a beaucoup, pas un espoir, mais un joueur établi comme ça. Il y en a beaucoup comme ça qui ne seront pas échangés à rabais si ça arrive. Donc, je soumets la question de Patrick. Il ne faudrait pas que les Jays se laissent tenter d'échanger des prospects comme Arjun Nimala ou Trey Yesavage, la banque étant très mince. Ce sont les deux meilleurs espoirs des Blue Jays. Nimala, qui est un joueur d'arrêt-court, qui est à quelques années du baseball majeur. Là, il a quand même juste 19 ans. Il joue à Vancouver présentement. Et Yesavage, qui est en train de... Mon Dieu, ça continue. Je me demande si on ne va pas le voir dans l'enclos de relève pour finir l'année. Mais sinon, écoute, à moins d'une catastrophe en 2026, devrait être dans le baseball majeur. Comment tu vois la gestion des espoirs de premier plan comme ça là, des Blue Jays? Ben, tu sais, la transaction de Berrios, quand on est allé chercher chez les Twins, on avait de mémoire donné quelques bons prospects. Je ne sais même pas si ces gens-là ont percé depuis. Là. Je pense qu'il y en a certains qui ont joué certains matchs dans le baseball majeur. Moi, je m'interroge sur les partants des Blue Jays, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas des genoux. Là, on a une équipe qui est construite autour de Vladimir. Vladimir n'est pas très vieux. Là, on incorpore plusieurs jeunes joueurs de position. La recette fonctionne bien, mais ces joueurs-là ne sont pas encore rendus à leur prime nécessairement, tandis que les lanceurs partants des Jays, eux, leur prime, ils l'ont pas mal atteint. Sans dire qu'ils sont sur la pente descendante, ben, ils n'ont pas encore 5 ans de bons résultats devant eux. Fait que d'échanger un Yesavage, qui est à peu près ton meilleur lanceur dans les mineurs, ben, ça ne fit pas avec la philosophie parce qu'à un moment donné, les Bassett, les Gossman, les Berrios,
Scherzer, c'est une solution à très, très, très court terme. Fait Ouais. qu'il faut que tu te dises, à un moment donné, il va falloir que j'incorpore des jeunes lanceurs dans cette rotation-là. Donc, d'échanger des jeunes joueurs à cette étape-ci, peut-être que tu n'auras pas le choix de le faire, mais si tu échanges ton meilleur jeune lanceur, ben pour moi, c'est un recul. Mais en même temps, il y a une fenêtre. Est-ce que tu veux gagner cette année ou tu espères peut-être gagner dans 2-3 ans? Ben là est la question. Ça dépend toujours ce que tu vas chercher aussi. Tu sais, rappelle-toi quand les Blue Jays avaient mis la main sur José Berrios, tu sais, ça avait coûté cher, ça avait coûté Austin Martin, qui était un Ouais, gros c'est ça, espoir dans le temps. c'est le nom que je cherchais. Ça avait coûté, mais tu sais, finalement, ultimement, je pense pas que les Blue Jays regrettent cette transaction-là. Il y a le fait aussi que Berrios, évidemment, a accepté une prolongation de contrat à 1 an de l'autonomie. Là, ça, c'était pas assuré au moment de la transaction. Mais des fois, ça peut bien tourner. Des fois, il faut prendre ces paris-là. Mais écoute, tu as mis le doigt un peu dessus aussi, le fait que Bassett va être agent libre à la fin de l'année, il est plus âgé. Kevin Gausman, il lui reste 1 an et demi, il est plus âgé aussi. José Berrios, un petit peu plus jeune, mais quand même, c'est pas une recrue dans le baseball majeur. Non. Et dans 1 an et demi, il y a une option de sortie. Donc, si ces 3 gars-là décident, je ne sais pas pourquoi, mais qu'ils décident qu'ils veulent vraiment tous s'en aller, tu peux les perdre les 3 d'ici les 18 prochains mois. Donc, et puis évidemment, c'est pas Max Scherzer qui va être là pour les 6-7 prochaines années. Alec Manoah, il y a des blessures. Eric Lauer, c'est le fun présentement, mais combien de temps ça va durer? On ne le sait pas. Ça te prend des solutions. Puis c'est pour ça un exemple que le nom de Mitch Keller revient. Parce que Mitch Keller est sous contrat. C'est la 2e année d'un contrat de 5 ans. Donc, il serait là pour les séries 2025, 2026, 2027, 2028. C'est un peu vieux. ça. Non, c'est ça, il n'est pas vieux. Puis c'est un peu pour ça que les Blue Jays doivent viser des lanceurs de cette trempe-là. Tu sais, encore là, la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Mais c'est pour ça que c'est des noms comme Mitch Keller, par exemple, peuvent être dans les rumeurs de transactions. Même chose pour Joe Ryan, qui est sous le contrôle de l'équipe des Twins cette année, mais aussi pour les 2 prochaines saisons. Donc, c'est des gars comme ça que les Blue Jays doivent avoir dans leur mire si jamais tu vas chercher un partant. Ben, tu parles des Pirates, tu parles des Twins. C'est le genre d'équipe qui vont possiblement vendre puis qui ont des lanceurs à vendre. Ouais. Les Yankees sont associés aussi aux Pirates pour aller chercher des lanceurs. Mais c'est la même affaire pour les Blue Jays. Fait que les 2 noms que tu as nommés, Ryan, Keller, seraient possiblement des bonnes solutions pour les Jays, mais à quel prix? Exact. On verra. Ce prix-là, on va avoir la réponse dans les 8 prochains jours. Voilà. C'est la beauté de la chose. Pascal, ça fait le tour de ce qu'on a pour les Blue Jays. Allons voir ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Écoute, allons faire un tour pas trop loin. Ils sont à Toronto au moment où on se parle. D'ailleurs, tu vois Mathieu qui nous fait dire que c'est 4-2 pour les Blue Jays présentement. Contre les Yankees. Les Yankees qui ont un trou noir énorme au 3e coussin, qui ont besoin d'aide dans la rotation comme toutes les équipes, qui ont besoin d'aide en relève comme toutes les équipes. Ça sera, on pensait là, il y a quelques semaines que cette division-là appartenait aux Yankees puis qu'il y avait peut-être juste à surfer un peu pour la maintenir ou quoi que ce soit. Là, les Blue Jays se sont réveillés puis probablement que les Yankees se disent oh, ouais, on a du travail à faire si on veut gagner cette division-là. C'est vraiment, 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 vraiment pas acquis. C'est loin d'être acquis. Puis on se demande, puis d'ailleurs, on a vu Aaron Boone en entrevue, je pense pas plus tard qu'hier, qui commence un petit peu à voir les mouches. Là. Il commence à répondre aux questions des journalistes avec un petit peu plus de hargne. Est-ce que c'est bon signe? Peut-être. Mais n'empêche que tu parlais d'un trou noir au 3e but, tu parlais de problèmes au monticule. Je regarde depuis quelques semaines, Anthony Volpe a de la difficulté à faire un relais au 1er but. Ah, mon Dieu. Ça crée des erreurs. Puis, au 1er but, ils n'ont pas nécessairement de gants dorés non plus. Là, actuellement. Oui, Goldschmidt, il a connu des bonnes saisons, mais quand tu regardes l'ensemble de l'œuvre, à part à Aaron Judge, ben, c'est des points d'interrogation un peu partout. Puis c'est pas une équipe qui a l'habitude de gérer des points d'interrogation en grande quantité. Puis là, cette année, on dirait que oui, ils ont été sur le pilote automatique pendant plusieurs semaines, voire quelques mois dans cette division-là en disant ça va être facile. Mais c'est plus facile. Par contre, le point tournant, la fameuse série de la Fête du Canada où les Blue Jays ont balayé les Yankees à 4 reprises,
4 matchs. Si les Yankees balaient les Jays, c'est une autre paire de manches. Exact. Est-ce qu'on a un tout nouveau classement advenant que les Yankees balaient les Jays à ce niveau-là? Peut-être. Mais est-ce que ça règle les problèmes évidents des Yankees? Non. La réponse, c'est non. Non. Puis, tu fais bien de mentionner Anthony Volpe, sa défensive. Aaron Boone, qui a pogné les nerfs au podcast Talking Yanks. Là, il y a une apparition hebdomadaire à ce podcast-là. Puis là, visiblement, le ton ne lui plaisait pas. Tu posais la question, est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. Oui, dans le sens où c'est correct de voir qu'il s'en soucie, mais d'un autre côté, tu te dis, mon Dieu, ouais, c'est pas simple présentement à New York. Puis, tu sais, il défend Anthony Volpe, puis il défend. Puis il y a beaucoup de gens à New York qui se demandent pourquoi, justement. Puis, moi, ce que je remarque, Pascal, c'est que, je te ramène en série mondiale. Dodgers contre Yankees. Rappelle-toi, après la série mondiale, il y a des joueurs des Dodgers qui avaient dit, on le savait que leur défensive n'était pas bonne, puis qu'il fallait juste les travailler, puis les traverser, puis qu'on était capable de les battre. Puis les Yankees n'avaient pas apprécié. Puis je comprends que les Yankees n'avaient pas apprécié. Mais en même temps, on voit que cette lacune-là, premièrement, était vraie. Puis deuxièmement, elle est encore vraie. Elle n'a pas été améliorée. Non, c'est ça. Puis la défensive, elle ne te fait pas toujours gagner des matchs, mais elle t'en fait certainement perdre. Ben absolument. Puis, tu sais, le fait qu'on soit à la date limite des transactions, que les Yankees ont glissé au classement, qu'on n'a pas encore de joueur de troisième but. Tu sais, moi, j'ai encore Nolan Arenado en tête, qui, à toute fin pratique, on sait que la direction des Cards avait le goût de l'échanger. Ils ont tenté à quelques reprises. Il a dit non. Ben, pourquoi les Yankees n'ont pas essayé d'aller chercher Arenado, qui, en défensive, c'est pas un pied de céleri, là. Non. C'est plus le frappeur que c'était. Il s'est même auto-déplacé dans l'alignement. Mais n'empêche que moi, je pense qu'Arenado, au troisième but à New York, on ne vit pas la même situation qu'on vit actuellement parce qu'il serait venu solidifier ce côté-là de l'avant-champ. Puis lui, les mauvais relais au premier coussin, il connaît plus ou moins ça. Il est capable de tirer son épingle du jeu. Puis c'est quand même un leader à sa façon. C'est peut-être pas le leader qu'on aurait souhaité à Saint-Louis, mais dans un vestiaire comme celui des Yankees, avec toute l'aura que cette équipe-là dégage, mais moi, je pense qu'Arenado aurait fait une différence. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, je regarde un des commentaires que là, Juliano qui nous dit Guys, la game des Jays vaut encore la peine. Fried, méga choke, défensive qui s'effondre encore. Tu sais, je ne suis pas en mesure de le voir de mes propres yeux, mais tu vois, on parlait de la défensive encore dans le match d'aujourd'hui. Je pense que c'était 2-1 à un certain point, c'était 2-2 aussi. Là, c'est rendu 4-2. Tu sais, encore cette défensive-là qui fait perdre des matchs, ben, ça fait mal. Puis, tu fais bien de parler d'Arenado parce que oui, tu peux peut-être aller chercher Suarez, puis oui, tu peux peut-être aller chercher McMahon au Colorado s'il est disponible ou peu importe, ou IKF le ramener pour finir l'anneau au troisième but. Mais si tu vas solidifier cette défensive-là, ben, premièrement, ça aide le troisième coussin. Mais ça pourrait aider Anthony Volpe aussi. Ben oui. D'apprendre des conseils d'Arenado, je suis persuadé que ça ne le fera pas régresser. Puis deux, Arenado, si on lui dit on a de la misère avec notre aréco, peux-tu tricher un petit peu, puis tasser, puis prendre un petit peu de place? Ben, je te garantis qu'il va être capable de répondre à cette commande-là, puis il va être capable de le faire. Puis, tu sais, tant qu'à moi, une des raisons pourquoi les Yankees n'ont pas été le chercher, c'est l'histoire de la taxe de luxe. Puis je comprends qu'il lui reste 2 autres années de contrat, mais après, tu peux libérer du salaire ailleurs ou quoi que ce soit. Puis pour cette année, je pense qu'il faut que tu le fasses. Puis je pense qu'il faut que tu passes au prochain niveau. Je te donne l'exemple des Phillies de Philadelphie. Phillies, ils ont besoin d'aide en relève. Là. Tu sais, Jordan Romano, ça fait plusieurs années. Exact. Et puis là, ils ont été chercher David Robertson, qui ne restait pas depuis le début de l'année, qui a 40 ans, et qui a signé pour 16 millions de dollars au mois de juillet. Donc, évidemment, c'est au prorata, il n'y aura pas 16, mais ça fait en sorte qu'au prorata, il va toucher 6 millions de dollars. Et en raison du fait qu'on est à côté sur la taxe de luxe, ça va coûter un autre 6 en taxe de luxe. Donc, les Phillies, pour un releveur de 40 ans, ont accepté de donner 12 millions de dollars, 6 en taxe de luxe, 6 au releveur. Pour 2 mois, pas pour 6 mois, là, pour 2 mois plus les séries. C'est beaucoup, 12 millions de dollars pour 2 mois d'un releveur, mais on est une équipe riche puis on accepte de le faire. Pourquoi les Yankees ne font pas la même chose? Écoute, s'ils vont chercher Eugenio Suarez, c'est correct, ce sera une chose. Mais si tu te ramasses, que tu finis encore la saison avec Terrazza et des gars comme ça, la question, on se la reposera dans 2 semaines. Pourquoi Arenado est encore à Saint-Louis, mettons, quand les Yankees ont besoin de ça? Ce sera une question qu'on pourra se poser en temps et lieu si jamais il n'y a pas de mouvement de personnel. Ben moi, j'ai comme l'impression que si ça reste comme ça cette année, on va se la reposer encore au camp d'entraînement. Ben oui. Parce que, tu sais, il n'y aura pas de miracle, là.
il ne poussera pas un joueur au troisième but. On va avoir exactement le même topo si on ne fait pas de mots. Si ce n'est pas Suarez, ben, espérons que ce soit quelqu'un d'autre. Mais tu sais, des joueurs de troisième but de qualité qui sont capables de t'aider en défensive, autant qu'en attaque, en prévision des séries, ben, tu n'en as pas une demi-douzaine de disponibles. Là. Non, c'est ça. Ça va être compliqué. Tu vois, Juliano qui nous dit Roger Brulotte, il dit que la défensive des Yankees est lamentable. Je pense que c'est le bon terme là, pour ceux qui l'écoutent à TVA Sport, le Roger, là, qui est toujours très, très, très divertissant, évidemment, en plus de ses bonnes connaissances baseball. Matt qui nous dit ici le fameux ballon échappé par Judge en Série mondiale, est-ce que c'est la malédiction des Yankees? Cette saison, les Yankees se font mal eux-mêmes. Judge, évidemment, aussi, qui ne jouait pas à sa position naturelle. Là, il dépannait au champ centre parce que c'est un capitaine qui a voulu faire de la place à Juan Soto dans la droite cette saison-là. Mais quand même, ça le démontre justement que cette défensive-là est tout croche. Puis, regarde, prends l'exemple, on le voit là, contre les Blue Jays. Là. Les Blue Jays, là, tu peux remplacer n'importe qui. Puis tu dis, ben, regarde, Barger, on va l'amener du champ au 3, puis on va tasser Clement n'importe où dans l'avant-champ. Jamais tu vas nuire à ta défensive. T'es jamais mal pris, puis Nathan Lukes peut jouer partout, puis là, t'embarques Maelstrom, mais c'est pas grave parce que tu mets Lukes dans droite ou tu mets l'autre dans gauche. Il y a toujours une solution. Chez les Yankees, t'as pas ça. Dans le match d'hier, justement, t'as envoyé Paul Goldschmidt frapper à la place du joueur de troisième coussin, puis Paul Goldschmidt n'a pas pu rester dans le match parce que on ne voulait pas tasser Ben Rice, c'était son match au premier but, puis évidemment, il n'y a personne d'autre pour jouer au 3, donc on a envoyé l'autre gars qui était sur le banc. C'est ça aussi la différence de ce manque de polyvalence-là à New York. Là. Puis tu sais, moi j'ajouterais là, les problèmes en défensive, la confiance de tes lanceurs. Ouais. Tu sais, tu as beau avoir un potentiel de Cy Young au monticule, si tu fais 3 erreurs derrière lui, la confiance, elle vient de diminuer de 50 %. Puis on sait très bien qu'au monticule, ça joue entre les deux oreilles. Ben oui. Après ça, tu sais, c'est fini. Là. Carlos Rodon, il n'était pas content là, de la comédie d'erreur qu'il y a eu. Puis tu sais, les Yankees ont utilisé beaucoup de releveurs contre les Braves aussi. Fait que là, si tu perces, puis là, tu fais des erreurs en plus, puis là, tu as David Schneider qui fait une apparition au bâton de 14 lancés, puis que le lendemain, tu perces, puis qu'aujourd'hui, tu continues de percer contre Max Fried, puis qu'il y a des erreurs en défensive. À un moment donné, c'est parce que tes releveurs vont être fatigués, puis tes gars sont tannés d'être sur le terrain, puis ils se disent, mon Dieu, si la balle vient à moi, je suis dans le trouble parce que je ne suis pas capable de jouer défensivement. Puis quand est-ce qu'on va retourner au bâton? Ben oui. C'est une guerre d'usure, puis ces joueurs-là ne jouent pas sur la pointe des pieds, ils jouent sur les talons. Puis si tu joues sur les talons, ben veux pas, la balle va te trouver. Puis ça va finir que tu vas commettre 2, 3, 4 erreurs, puis tu vas perdre tes matchs. Assurément. Jean-Michel nous dit ici, sachant que le prix demandé pour un troisième but, c'est soit Jones ou Lombard Jr. des Yankees, les deux gros espoirs du club. Vidal, c'est pas à la hauteur. Grisham n'est pas fabuleux comme premier frappeur. Essayez Jesus Rodriguez, receveur troisième but, et il excelle comme premier frappeur. Est-ce que ce serait une bonne idée? J'ai envie de te dire non, Jean-Michel, parce que tu as besoin de quelqu'un d'établi. Tu n'as pas besoin d'essayer Rodriguez, qui est un espoir qui n'a jamais joué dans le baseball majeur, et de lui donner, Pascal, cette mission-là de dire ah ouais, viens-t'en, sauve notre problème au coin chaud. Ce serait trop. C'est de mettre trop de pression. C'est mettre trop de pression sur un jeune, puis il faut que tu ailles chercher un joueur établi. Si tu veux régler ton problème cette année, et peut-être au début de la prochaine, va chercher un joueur établi parce que sinon, tu ne redonnes pas confiance en tes lanceurs. Tu sais, le jeune Rodriguez, là, Carlos Rodon, il ne sait peut-être même pas qu'il existe. Là. Fait que, tu sais, de le voir arriver au troisième but derrière lui, wow! Tu sais, c'est pas la confiance qui éclate. Là. Fait que non, c'est possiblement pas tu sais, peu importe quel talent il a, le jeune, là, mais ça, tu l'amènes dans les majors, dans un environnement favorable, puis dans un contexte favorable. Tu ne lui donnes pas le troisième but quand les Yankees en arrachent. Nous. Non, absolument pas. Restons dans la division un peu. Les Red Sox de Boston. Pas une vilaine saison du côté de Boston. Pas une saison extraordinaire, mais une saison, écoute, comme on le voit depuis Boston depuis une couple d'années. Là, on flotte sur les 500. On est un peu au-dessus, peu importe. Qu'est-ce que tu vois pour cette formation-là? Parce que moi, j'ai l'impression que, tu sais, là, écoute, il y a un surplus de joueurs de position, surtout au niveau du champ extérieur. Mais sur le monticule, si tu donnes un numéro 2 à Capitaine Crochet, je pense que tu as les moyens d'être une équipe que tu dis « Oh mon Dieu, j'ai pas le goût d'affronter Crochet et ce deuxième frappeur-là avec déjà tous les gars qui sont en place. » Tu sais, je pense que tu es un bon lanceur partant de se dire « Ouais, cette équipe-là peut être dommageable à lancer. »
Mais on a vu la différence. Au début de l'année, il y a eu beaucoup de controverses autour de Rafael Devers qui ne voulait pas jouer au premier coussin. Comme par hasard, cette semaine, il a joué son premier match à San Francisco au premier coussin. Ben oui. Donc, c'est possible. C'était très mal parti. C'était très mal parti. On se disait, on a donné un gros contrat à Devers, on en a fait notre joueur concession parce qu'on a tout échangé sur les joueurs concession d'avant. Donc, c'est peut-être le prix de consolation. On a vu que ce joueur-là avait un problème d'attitude. Ça minait possiblement tout ce qui se passait. Casas avait peur, lui, avant d'être blessé, que des jeunes viennent prendre trop de place dans le vestiaire. Il a été blessé, ça a réglé encore une partie des problèmes. Il y a du talent à Boston. Est-ce qu'il y a une fenêtre qui est entrouverte actuellement? Tu le dis, on est à un bon lanceur de faire bonne impression, puis c'est clairement pas Walker Buehler, c'est un désastre. Mais n'empêche que si c'est pas cette année où on va faire les séries, bien possiblement que l'an prochain, dans 2 ans, on va établir une très, très bonne équipe avec des bons joueurs de position. On va avoir fait des bonnes transactions. Puis, tu sais, l'avenir est quand même rose à Boston à condition qu'on ne la gaspille pas. Absolument, absolument. C'est une division qui est coriace là, avec les Blue Jays, les Yankees qui sont là. Il faut prendre des bonnes décisions. Oui, exact. Hey, je reviens un petit aparté parce que j'ai un commentaire de Mathieu ici sur les Yankees. Ça, Pascal, c'est la raison pour laquelle les Yankees, quand même, ne sont jamais sortis des matchs. Coup de circuit d'Aaron Judge qui ramène les deux équipes à la case départ 4-4. Il en répare-tu des erreurs, ce gars-là? Comme Carey Price dans le temps avec le Canadien. Tu sais, t'as beau avoir une équipe plus ordinaire, mais si tu as quelqu'un qui te répare toutes tes erreurs comme ça, là, Aaron Judge, là, ça fait des années qu'il fait paraître l'attaque des Yankees pour bien meilleur que ce qu'elle est. C'est un monstre. C'est un monstre, ce gars-là. Puis, tu sais, il va, à la fin de sa carrière, il va avoir rattrapé, il va avoir dépassé des légendes des Yankees. Donc, il va avoir sa place parmi les légendes des Yankees. Il l'a déjà, à toute fin pratique, mais à la fin de sa carrière, ça va être épouvantable. Puis, tu sais, si ce joueur-là n'avait pas été blessé aussi souvent au début, il aurait encore de meilleures statistiques. Mais oui, quand tu as un Aaron Judge dans ta formation, tu peux te permettre d'avoir certaines lacunes, mais là, actuellement, il y en a trop de lacunes. Oui, exact. Puis écoute, juste pour remettre les choses en perspective, Pascal, j'ai vu tantôt que Bryce Harper avait frappé son 350e circuit en carrière. C'était évidemment un premier choix au total. Il est arrivé à grande pompe, c'est quoi, en 2011 ou en 2012, quelque chose comme ça. Aaron Judge a aussi frappé son 350e circuit récemment. Tu l'as dit, il a été miné par des blessures. Il est arrivé en 2016 et s'est établi en 2017. T'sais, on le sait qu'il est un petit peu plus vieux. Ils ont le même âge, mais on sait qu'il est arrivé plus vieux parce qu'il est allé au collège, il a passé des années dans les mineurs. Écoute, il a joué 5 ans de moins dans le baseball majeur. Il vient de rattraper Bryce Harper, là, qui est un frappeur de circuit. Bryce Harper, qui est un gars qui s'en va au temple de la renaissance. C'est spécial, là, le talent. Ah non, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Puis, tu sais, il y a des gens qui comparent encore Judge à Ohtani. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes athlètes. C'est des athlètes doués à leur façon, différemment, qui contribuent différemment. Ils sont spectaculaires, les deux, on s'entend là-dessus, ils sont dominants. Mais Judge, moi, tu sais, quand les Yankees ont été balayés à Toronto, je me souviens d'un coup de circuit, d'une frappe de Judge. C'est possiblement le coup que j'ai retenu parmi ces 4 matchs-là. Ça s'est fait dans le cadre d'une défaite. Écoute, on dirait que d'un, il y a un cure-dent dans les mains. Puis quand la balle est frappée, aïe, ça doit tellement faire mal. Là, que non, garde, moi, il y a tout mon respect. Là. Absolument. Est-ce que c'est le frappeur le plus redoutable depuis qui? Depuis Cabrera? Moi, j'ai envie de te dire depuis Pujols. Depuis Pujols, oui, redoutable. J'aurais eu le goût d'inclure là-dedans Ken Griffey Jr., mais encore là, c'était différent. Ken Griffey Jr., c'était tout en aisance, c'était tout en style, c'était tout en délicatesse, un élan fluide. Tu n'avais pas l'impression qu'il faisait mal à la balle, tandis que Judge, Pujols, c'est des gens que tu as l'impression qu'ils vont démolir la balle, clairement. Puis oui, moi j'aurais le goût de te dire, depuis Pujols, c'est le frappeur le plus puissamment naturel. On va finir de remettre les choses en perspective en fermant la parenthèse. 350 circuits, là, il doit être rendu à 352, le Judge, ou quelque chose comme ça. Il est à mi-chemin d'Albert Pujols, quand même. Quand même. La dernière saison de Pujols à Saint-Louis lui a quand même permis d'atteindre la marque. Là, puis ça a fait du bien parce que ça a remis les Cards un peu sur la map, mais n'empêche qu'il y a encore du travail à faire, là, mais il va falloir qu'il prenne soin de lui. Je suis convaincu qu'il prend soin de lui actuellement, mais il va falloir que les Yankees
l'entoure peut-être un petit peu mieux. Là. Ouais. Puis il va, tu sais, comme l'an passé, qu'il a joué au Champ-Centre, c'était correct, c'était pour dépanner, là, mais c'est fini Ouais. le Champ-Centre. Il peut finir un match au Champ-Centre, là, j'ai pas de trouble. Il peut pas jouer au Champ-Centre à tous les jours. Là. Ça Faut va que ce soit... l'hypothéquer terriblement. Ah non, faut que ce soit voltigeur de droite, frappeur de choix, voltigeur de droite, frappeur de choix, mélange les deux. Éventuellement, le premier coussin, il y a une bonne cible aussi. Là. Tu sais, je pense pas qu'il soit un joueur de premier D'après moi, Volpe aurait moins de misère à atteindre la cible. Il aurait plus tendance à l'envoyer très, très haut plutôt que très, très bas. Malgré que Goldschmidt, c'est pas un petit bonhomme non plus. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mathieu qui nous dit justement là, que Judge est 6e de tous les temps pour les coups de circuit chez les Yankees. Là, c'est quand même pas rien. Ça va monter rapidement. Ouais, c'est ça. Babe Ruth va être dur à atteindre, mais je pense que j'avais regardé l'autre fois, là, mais les autres, ça se fait. Le Ruth est à 650 là, je pense, avec les Yankees. Donc, non, ça va être du stock. Les Red Sox, donc, il y a Jean-Michel justement qui nous disait ici, mais pour Boston, échanger Jarren Duran qui est dans les rumeurs, c'est un chouchou du public. Éventuellement, il y aura des décisions difficiles qui vont se prendre, Pascal, parce que tu as Duran qui est là, tu as Wilyer Abreu qui roule bien, tu as Roman Anthony qui est là, tu as Ceddanne Rafaela qui est au centre. Oui, tu peux rouler avec le poste de frappeur de choix. À court terme, ça se fait. À long terme, ça va être un petit peu plus problématique par la force des choses. Ceci étant dit, tu n'es pas obligé de régler ça tout de suite. Moi, si je suis Boston, je n'échange pas Jarren Duran tout de suite, à moins d'avoir une offre là, qui me jette par terre carrément, puis tu te dis, ah, mon Dieu, OK, là, je n'ai pas le choix de l'échanger, cette offre-là ne repassera pas, c'est trop impressionnant. Mais sinon, échange-le durant la saison morte, ou regarde durant la saison morte. Parce qu'imagine, là, tu es les Red Sox, ça va bien, puis là, tu échanges Jarren Duran, puis tu vas te chercher Dylan Cease à San Diego, je dis n'importe quoi. Puis là, tu te dis, écoute, on est en voiture, ça va. Et là, Wilyer Abreu se blesse. Là, tu te dis, ah mon Dieu, ça nous prendrait un voltigeur. Ben oui, mais il est où notre voltigeur? Il est à San Diego. Oui. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme ton garage est rempli de Porsche, puis qu'à un moment donné, tu t'échanges une Porsche, tu vas te chercher un modèle plus ordinaire, puis que là, toutes les autres voitures commencent à pomper l'huile, ben tu te dis, ouais, la Porsche que j'ai échangée il y a quelques semaines, j'en aurais peut-être besoin pour faire du ménage. Fait que oui, on n'est pas obligé, mais par contre, Duran est le plus âgé du groupe. Si tu penses à venir, bien évidemment, c'est peut-être lui qui risque de partir le plus, mais tu l'as nommé. On est capable d'incorporer les 4 en même temps en jouant avec le poste de DH. Puis à plusieurs matchs, les 4 sont sur le terrain en simultané. Fait que pourquoi changer une recette dite gagnante, même si on ne gagne pas autant qu'on voudrait, mais on n'est pas obligé de paniquer actuellement avec le surplus de voltigeurs. Non. Puis n'oublions pas non plus que oui, Ceddanne Rafaela, c'est pour maximiser sa valeur, joue au champ-centre. C'est pas la fin du monde s'il joue au deuxième but non plus où il est très bon. Un match une fois de temps en temps pour faire de la place, tu peux mettre Duran au centre, tu mets les autres dans les coins. Tu en as des solutions. Donc, tu peux finir l'année comme ça puis réévaluer en vue de la prochaine saison. Puis d'ailleurs, moi, je suis convaincu que Alex Cora préférait garder Duran justement pour avoir plus de possibilités. Ben oui. Ça a été un joueur important dans les dernières années. Tu ne me feras pas croire que le gérant en pleine course aux séries se dit « Ouais, je n'ai plus besoin tout d'un coup. » Mais non, c'est sûr qu'il veut le garder. Je veux qu'on jase un petit peu. Tu as glissé un mot justement, puis on vient de parler des Red Sox. Raphaël Devers qui a finalement accepté d'aller jouer au premier coussin chez les Giants de San Francisco. C'était lors du match d'hier contre les Braves, si je ne m'abuse. Oui. Puis ça a rapporté ses fruits parce que le lendemain, il a été dynamisé. Donc aujourd'hui, il a frappé 2 circuits. Et Pascal, il a permis à Justin Verlander d'aller chercher sa première victoire sur les couleurs des Giants. Enfin. On est quand même juste à la date limite. Ben, on se posait des questions. Ça serait quoi l'impact de Verlander? Il y a possiblement son impact parce qu'il est encore dans la rotation. C'est quand même un vétéran. C'est quand même quelqu'un qui a gagné dans sa vie. C'est quand même quelqu'un qui a un aura. C'est quand même quelqu'un qui est capable de démontrer sa valeur. Tant mieux si Verlander a gagné son premier match. Tant mieux si Devers a contribué. Dans le match d'hier, je pense qu'il avait frappé un double de mémoire. Donc, ça lui a permis quand même d'allier la défensive et l'attaque. Il a quand même bien paru au premier but, malgré qu'il y a eu à un moment donné un ballon à l'avant-champ, puis ça s'est fait entre lui, le joueur de deuxième but, Schmidt. Finalement, il a laissé la place à Schmidt. Moi, j'aurais fait la même chose là, dans son cas. Mais par contre, ce gars-là est habitué de jouer au troisième but. Il n'est pas habitué de capter des relais. Il est quand même habitué de capter des roulants au minimum, puis la balle arrive aussi vite au premier but qu'au troisième but. Là. Fait qu'on s'entend qu'il y a quand même une dynamique.
On se souvient qu'il y a eu encore une petite controverse parce que une des légendes des Yankees, Will Clark, a dit « Moi, je vais aller entraîner Devers, je vais donner de mon temps. » Puis Devers a dit « Bof. » un peu plus, puis il disait « C'est qui, lui? » Ouais. Mais il n'a pas juste dit bof, hein, il ne s'est pas pointé. Il ne s'est pas pointé. C'est une chose de dire non, c'est une chose de... Visiblement, il y avait un accord, là, et de ne pas se pointer, là, ça, c'est rough. Là. Ça, c'est mal élevé, là, je veux dire. Ça démontre un peu quel être humain il est, l'altruisme. Je pense que c'est quelqu'un qui joue beaucoup pour lui, qui joue beaucoup pour ses statistiques. Il a une valeur. C'est un bon frappeur. C'est un des meilleurs frappeurs des majors, mais n'empêche que il faut que tu aies un vestiaire solide pour accueillir un gars comme ça. Fait que la présence de Verlander, ça peut grandement aider. Assurément. Pascal, tu ne me croiras pas. Bellinger a perdu une balle dans le ciel, triple de Clement. Puis Bellinger, c'est pas un pied de céleri défensivement en plus. Là. Il y a de quoi avec cette défensive-là. J'allais dire, il y a de quoi dans l'eau à New York, là, mais ils sont à Toronto. Oui, c'est ça. Je regarde en ce moment sur le site du baseball majeur, c'est encore 4-4, donc je ne sais pas si c'est... On est en fin de 6e, donc je ne sais pas si l'erreur finira par payer ou pas. Mais... je veux qu'on parle un petit peu des Brewers de Milwaukee, qui, dans l'ombre cette semaine, ont décidé de prendre le sommet du baseball majeur avec 11 victoires consécutives. Il y a eu 2 séries de 3 matchs contre les Dodgers durant le mois de juillet. 2 balayages des Brewers de Milwaukee. Les Brewers qui perdent des joueurs, mais c'est pas grave parce qu'ils en ont des mineurs puis ils peuvent en rappeler. Puis, tu sais, t'as Freddie Peralta qui est encore là. Là, t'as Misiorowski qui vient de revenir. T'as des lanceurs vétérans établis qui sont encore sur place. On s'en fout. On en a des solutions du côté de Milwaukee. Puis, tu sais, moi, je me projette un peu. Là. On va aller en séries éliminatoires directement. Là. Moi, si je te dis que tu as une série de 3-5 contre les Brewers, puis que les 3 premiers lanceurs que tu affrontes, c'est Freddie Peralta, c'est Misiorowski, puis c'est Brandon Woodruff, es-tu en confiance, toi? Ben, oui, absolument. Absolument. Je suis très en confiance parce que quand tu regardes, tu les as nommés Woodruff, Quintana, Peralta, Priester, Misiorowski. Tu as Cortez puis Grasser sur la liste des blessés là, à long terme. Mine de rien, là, c'est à peu près ta rotation la plus fiable des majeurs actuellement. Là. Mm-hmm. Puis t'as pas de gros noms là-dedans. Là. Non. Mais Misiorowski, il vient d'arriver. Ouais. Déjà au match des étoiles, les Phillies ont plus ou moins aimé ça. Il mesure 6 pieds 7, le kid. Là. Il lance la balle à 100 000 à l'heure. Il sort de où? Puis quand tu regardes l'attaque, tu le dis, Willie Adames est parti. On l'a remplacé comme si de rien n'était. Tu as Bryce Turang, tu as William Contreras, tu as Christian Yelich, tu as Jackson Chourio, qui était parmi les meilleurs recrues l'année passée. Ouais. Encore là, tu n'as pas de superstar. Tu n'as pas de joueurs à 500 millions, mais tu as des joueurs efficaces. Tu as des joueurs qui se dédient pour l'équipe. Tu as des joueurs qui jouent pour leur gérant. C'est des cols bleus. Je t'ai nommé les meilleurs, là, mais les autres, tu mets les noms dans un chapeau, tu les sors, puis tu es capable de bâtir ton alignement. Ouais. Moi, j'adore ce type d'équipe-là. Ça me fait penser aux Gardens de Cleveland. Ça me fait penser à même à la limite, à un certain moment donné, les Twins du Minnesota qui avaient un peu le même style. Mm-hmm. Mais ils ont la meilleure fiche du baseball majeur. Là. C'est fou. Là. Mm-hmm. Ils ont balayé les Dodgers à 2 reprises. Mais peut-être qu'ils sont arrivés dans le moment où les Dodgers étaient les moins allumés, les moins efficaces. Mais n'empêche, ils les ont balayés à 2 reprises. Assurément. Moi, là, plus j'y pense, là, moi, en série, je veux une série entre les Brewers et les Phillies. 1, à cause justement des commentaires au match des étoiles. Mais 2, prends cette rotation-là des Brewers. De l'autre côté, tu as Zach Wheeler, tu as Christopher Sanchez qui sont... Écoute, Christopher Sanchez est en train de devenir un as dans le baseball majeur. Aaron Nola, présentement, il est blessé, mais qui sait de quoi il aura l'air en série. Peut-être qu'il va revenir à temps ou quoi que ce soit. Sinon, tu sais, tu as des Luzardo, tu as des Suarez. Ranger Suarez. Ouais. Ce serait un choc des titans sur le monde. Ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Puis en même temps, ça enlèverait la philosophie de dire si tu n'es pas un gros marché, tu ne peux pas gagner. Si tu n'es pas capable de signer un joueur à 500, 600, 700 millions, tu ne gagneras pas. Mm-hmm. Oui, les Phillies, ils sortent quand même le porte-monnaie, le portefeuille année après année. Mais
sais, les Brewers, ce n'est pas une équipe à grand déploiement monétaire, là, loin de là. Là, on bâtit par les filiales. On bâtit grâce aux filiales. Bon an, mal an, on fait quand même des bonnes transactions, mais on perd des joueurs et on finit toujours par les remplacer. Ça, c'est ce qui fait la magie d'une équipe. Mais je suis d'accord avec toi, une série Brewers-Phillies, ce serait merveilleux. Là. Puis tu dis, on perd des joueurs. Pas juste des joueurs. David Stearns, il est parti à New York. Craig Counsell, il est parti à Chicago. Ouais. Ça paraît pas. Non, pas du tout. Puis Counsell, ça va bien à Chicago, heureusement pour lui, mais ça va encore mieux à Milwaukee. Ben oui, il vient de le dépasser. Ouais. Avec Pat Murphy, qui était l'adjoint de Counsell pendant toutes ces années-là, à qui on a confié le poste de gérant. Puis voilà. Puis tu vois, quand on apprend à gagner, on déteste perdre. Hein? Je pense qu'ils ont eu 11 victoires consécutives. Ils ont perdu à Seattle. Ils ont gagné aujourd'hui, je pense, 10-2. La série de défaites a été courte. Mais hier, dans la défaite face aux Mariners, il s'est passé quelques jeux controversés. Murphy n'était vraiment pas content. Les joueurs n'étaient pas contents. On a appris à gagner, puis on ne veut plus rien savoir de perdre. Là. Exact. Mais c'est une bonne nuance parce que tout le monde aime gagner, mais c'est pas tout le monde qui déteste perdre. Exact. Tant qu'à moi, c'est plus important de détester perdre que d'aimer gagner. Oui. Un club qui doit avoir appris à détester perdre dans les dernières années, c'est les Dodgers parce qu'ils ne perdent pas souvent. Là, on est dans un petit creux de vague. Là. 4 victoires à leurs 15 derniers matchs seulement pour les Dodgers. On s'était construit un super enclos, tout le monde est blessé. Puis tu sais quoi? Encore une fois, la date limite, les Dodgers, malgré leurs ajouts, puis malgré le fait qu'on a mis 100 millions de dollars dans l'enclos, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Des releveurs. Puis, tu sais, ça va être encore la même affaire en série parce que c'est pas dit que tous les partants vont être de retour. Oui, Ohtani prend du mieux, recommence à retrouver ses aises au monticule, mais Ohtani ne fera pas tout et ne fera pas tout seul sur le monticule, ça va prendre de l'aide. Mais de là, l'importance des releveurs. Puis je pense qu'à la date limite des transactions, tu disais tout à l'heure, tu sais, des releveurs, là, il y en a qui ont des années merveilleuses, mais ça faisait 4 ans que tu n'en entendais pas parler. Ben, les Dodgers vont tout aller les chercher, ces releveurs-là. Oui. Cassez-vous pas la tête, là. Énervez-vous pas à savoir, ils vont tous se retrouver à Toronto, à Philadelphie ou ailleurs. Non, 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 non. Ils vont se retrouver à Los Angeles. Je pense qu'ils vont noliser un avion. Ils vont tous les ramasser. Puis ils vont tous atterrir la même journée. Fait que, tu sais, il va y avoir encore des releveurs de qualité, mais on en a besoin parce qu'il y a tellement de points d'interrogation dans la rotation qu'on va exactement vivre le jour de la marmotte. On va arriver avec des Dodgers en série, avec une attaque incroyable, mais avec des lanceurs partants amochés, puis avec une relève qui est obligée de commencer souvent dès la première manche. Ouais, ça va être quelque chose, ça va être du stock. Puis l'attaque est différente aussi ces temps-ci. Prends le match d'aujourd'hui. Tu sais, Mookie Betts, il a probablement sa pire saison en carrière. Freddie Freeman, tu sais, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, il y a eu un très beau haut avec son coup sûr victorieux. Mais aujourd'hui, Shohei Ohtani, on est en 9e manche. Il y a un joueur au premier coussin et on lui donne un but sur balle intentionnel. C'est quand même du stock. Puis je comprends que le frappeur, immédiatement après lui, c'était plus Teoscar Hernandez. Je me souviens plus c'était qui. Je pense que c'était Esther Ruiz qui avait été remplacé ou quoi que ce soit. Donc, c'était pas une vedette qui était là. Je comprends cette réalité-là. Mais ultimement, Shohei Ohtani, ça a été le point marquant. Donc, normalement, tu es supposé être protégé pour pas justement que Shohei Ohtani reçoive un but sur balle intentionnel. Pas quand le premier but est ouvert. Le premier but est occupé. Avec un joueur au premier but. Tu dis volontairement, je place le point égalisateur en position de marquer. Ça veut dire que l'attaque des Dodgers ne te fait pas nécessairement peur. Finalement, ils se sont brûlés, évidemment, comme on l'a vu. Mais ça en dit long quand même sur en ce moment, les Dodgers ne sont pas les Dodgers. Hein. Non, clairement. Clairement, puis je veux dire, ils ont été balayés par les Brewers, puis les Brewers, c'est l'équipe de l'heure, c'est un peu normal, mais les Dodgers jouent du baseball brouillon. Oui, Ohtani continue de frapper des circuits, oui, Ohtani continue de lancer, mais on dirait qu'il y a tellement de focus qui sont mis sur Ohtani que les autres joueurs ont de l'air un peu endormis, ont de l'air un peu, pas à s'en foutre, là, parce qu'il y a quand même des gagnants là-dedans. Mais il faut comprendre que les blessures principalement à la cheville de Freddie Freeman l'année passée, à part les autres qu'on ne connaît pas, ben ça commence à faire effet. Ça commence à faire effet. Puis tu le dis, Mookie Betts ne joue pas le meilleur baseball de sa carrière. Ça adonne là. Possiblement que c'est le bon moment pour que ça adonne. C'est sûr que les Dodgers vont recommencer à jouer du bon baseball à un moment donné. Ils ne peuvent pas toutes les gagner, mais n'empêche que là, ils en perdent plus qu'ils en gagnent. Absolument, absolument.
Pascal, petite mise à jour, je regarde sur le site du baseball majeur. En fin de 6e, c'est 6-4 pour les Blue Jays. Donc, ça veut dire que le mauvais jeu, de ce que je comprends, le mauvais jeu de Cody Bellinger aura possiblement coûté 2 points aux Yankees. Et peut-être la victoire. Et peut-être la victoire. Et peut-être la série. Et peut-être la série. Et si je ne me trompe pas, ce serait la 7e victoire des Blue Jays contre les Yankees cette année sur 13 matchs. Donc, si les Blue Jays gagnent aujourd'hui, on gagne la série durant toute la saison contre les Yankees. Ça peut faire une différence au classement sans fin de saison. Donc, absolument. Puis, et de mémoire, les Yankees en arrachent contre toutes les équipes de la division Est. Je pense que c'est 10 victoires en 27 matchs ou quelque chose comme ça. C'est sûr que l'affiche contre les Blue Jays n'aide pas. Là. Exact. Heureusement pour eux, il y a de moins en moins de duels de division dans le baseball. Heureusement pour eux. Particulièrement cette année. Oui, voilà. Pascal, on a quelques petites questions qui sont en attente, donc je suggère d'aller à la période de questions. Pascal, depuis quelques semaines, on a des questions de type joueur partant, joueur sur le banc et joueur que tu coupes. Donc, je te donne 3 joueurs. Tu me dis c'est qui que tu mets sur le terrain. Tu me dis que c'est qui que tu gardes comme backup et tu me dis c'est qui que tu décides de couper, malheureusement, parce qu'évidemment, c'est toujours 3 très bons joueurs qui sont là. Matt, ça fait quelques semaines qu'il nous en envoie et là, cette semaine, récidive encore. Il nous l'a envoyé très tôt dans l'épisode. On parle de 3 bons joueurs de franchise au 3e but. Nolan Arenado, David Wright et Evan Longoria. Qu'est-ce que tu choisis? Qui est ton partant? Qui est sur ton banc? Et à qui dis-tu au revoir? Hey boy. C'est 3 bons joueurs. Hein? Oui, hein? Moi, c'est sûr que le jupon dépasse. Je vais quand même vous surprendre. Je vais mettre Arenado sur le banc. Okay. Je vais vous surprendre encore une fois. Je vais partir Longoria. Ah oui? Je vais le mettre partant. Et je vais couper David Wright. Longoria, c'est toujours un joueur qui m'a impressionné. Okay. De par son leadership, de par son calme, ça n'a jamais été un joueur qui a brillé de tous ses feux parce que, justement, les projecteurs ont toujours été sur lui. C'est quelqu'un qui a grindé sa carrière. C'est quelqu'un qui a eu des bonnes statistiques. C'est quelqu'un qui a toujours joué dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. David Wright, c'est un excellent joueur, là. C'était le joueur concession à New York pendant plusieurs années. Oui. Mais je mets Longoria sur le terrain, Arenado sur le banc et David Wright, je le coupe. Tu vois, ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais, mais j'aime ça. J'aime ta réponse. Écoute, moi, de mon côté, je n'ai pas le choix de faire commencer Nolan Arenado. C'est trop un bon joueur, trop complet. C'était une menace offensivement. Je regardais ses stats encore l'autre fois. Là. Je sais qu'il joue au Colorado, mais 130 points produits en une saison, en gagnant un gant doré, là, c'est du joueur quand même, Nolan Arenado. David Wright, je le mets sur mon banc et Evan Longoria, à mon grand regret, parce que c'est pas le genre de joueur que tu veux couper, mais c'est lui que je décide de renvoyer à la maison. Tu vois, on en a une autre question de ce genre-là. Ça a inspiré Mathieu à nous en envoyer une. Donc, je la soumets aussi. Cette fois, Vladimir Guerrero père, Vladimir Guerrero fils et José Bautista. Pas simple celle-là. Hein? Débuter, Charles. C'est pas simple celle-là. Écoute, c'est un Hall of Famer. Rendons à César ce qui lui revient. Vladimir Guerrero Senior a prouvé tout au long de sa carrière que c'était une force de la nature. Défensivement, il y avait un bras. Offensivement, la balle pouvait toucher par terre. Il était capable de la placer en lieu sûr. Il y a quand même 449 circuits en carrière, si je ne me trompe pas. Je pense pas me tromper en mettant Vladimir père comme partant. Et là, je vais t'avouer que j'ai un petit dilemme avec Bautista et Vladimir Guerrero Jr. Je vais mettre Bautista sur le banc parce que de ce qu'on a vu, évidemment, la carrière de Junior n'est pas finie, mais Bautista, à son meilleur, était plus dominant que Vladimir Guerrero Jr. à son meilleur. Donc, pour cette raison-là, j'ai envie de mettre Bautista sur le banc et de couper Vladé. Mais ça non plus, c'est pas facile à dire, couper Vladé. Donc, je vais y aller comme ça. Le père partant, le fils coupé et Bautista sur le banc. Comment tu y vas, toi?
Écoute, moi, c'est très facile pour les raisons que je vais te donner. C'est sûr que Vlad Senior est partant pour moi, là, dans toutes les facettes, toutes les raisons que tu as données. Ouais. C'est facile de mettre Vladi sur le banc, Vladi Junior, parce que moi, José Bautista, peu importe la carrière qu'il a eue, j'ai détesté ce joueur-là. Ah oui, hein? J'ai détesté ce joueur-là. Moi, le bat flip, les joueurs qui prennent trop de place pour ce qu'ils devraient en prendre, moi, c'est pas ma tasse de thé. Okay. Moi, j'aime mieux, je parlais d'Evan Longoria tantôt, j'aime mieux un joueur comme Evan Longoria qui est honnête avec lui-même, qui est honnête avec les spectateurs, qui en mettra pas trop, ne mettra pas de feu d'artifice, il ne viendra pas rabaisser l'autre équipe. J'aime mieux ce genre de joueur-là qu'au Bautista. Ça fait que c'est facile, très, très, très facile pour moi de mettre José Bautista sur le banc. Okay. C'est-à-dire pas sur le banc, mais le couper. Je le coupe. Et le jeune Vlad sur le banc. OK, j'aime ça. Fait que les deux, on a le père partant, c'est sur le banc que ça varie. Dans les deux cas, ça fait quand même un bon banc. Là, même si qu'on aime ou pas le joueur, c'est quand même un bon banc. Par contre, tu sais, à la défense de Bautista, quand les Jays sont allés le chercher, je pense qu'il arrivait de Pittsburgh, de mémoire. Oui, il arrivait de plein de places, mais la dernière endroit, c'était-tu Pittsburgh, ça se peut. Oui, puis tu sais, il avait grindé sa place dans les majors. Personne n'y avait fait confiance. Il a explosé à Toronto. Ouais. Tu sais, c'est quand même considérable ce qu'il a fait parce qu'il aurait pu vraiment se décourager. Il aurait pu se dire, il n'y a personne qui a confiance en moi. Mais en arrivant à Toronto, dans l'ambiance, il est arrivé au bon moment. Il a joué son rôle. Puis je me souviens toujours du fameux coup de poing contre les Rangers du Texas, on en parle encore. C'était fou, ça. C'était quand même c'était percutant dans tous les sens du mot. Ouais. Rougned Odor, il s'est pas fait des amis à Toronto. Hey boy! Tu vois, on a des petits détails grâce aux auditeurs qui écoutent le baseball en même temps. Mathieu qui nous dit l'erreur de Bellinger a donné le 5e point, mais Rice au premier but mon Dieu, il a manqué un roulant. Voyons! Tout ça ensemble, ça fait que c'est 6-4. Mon père qui nous mentionne une vraie comédie d'erreur ce soir, les Yankees contre les Blue Jays. Et Pascal, dans la catégorie, ça non plus, c'est pas une surprise, Aaron Boone a été expulsé. Il file pas ces temps-ci. Je pense qu'il doit prendre des Rolaids pour diminuer ses maux d'estomac, mais c'est triste. C'est vraiment triste ce qui se passe actuellement. Là. Quand tu penses à tout ça, je ne sais pas où les Yankees vont se ramasser d'ici quelques semaines, là, mais il faut qu'il y ait des problèmes qui se règlent. Ah oui, assurément. On dirait que ça m'a cassé quand j'ai vu que Rice avait manqué un roulant au premier. Là, je veux dire, t'es pas Bill Buckner en 86, il n'y a pas autant de pression. Là, je veux dire, arrête là le roulant. Là. Tu joues dans le baseball majeur. Oui, c'est ça. Ah, mon Dieu. Mais tu sais, quand ça va mal, on dirait que en tant qu'équipe, ça te rabaisse. Puis là, il y a comme un complexe d'infériorité par rapport aux Blue Jays qui est en train de s'installer. Ça fait que ça joue entre les deux oreilles aussi. Là. 100%. On a une question qui est intéressante ici, Pascal, je te la soumets. Bien le bonsoir de Paris. Un mot sur Mathias Lacombe qui est entré dans le roster de Canapolis Cannonballers. On y croit un Français dans la MLB ou pas? Ce serait intéressant de voir un joueur français dans le baseball majeur. Peut-être que Bruce Bochy, qui a lui-même la nationalité française, pourrait tirer les ficelles en ce sens-là. Mais pourquoi pas un joueur qui vient de France et qui pourrait... Tu sais, on le voit, il y a eu des très bons joueurs français qui ont joué au basketball. Il y a des Français qui ont joué aussi dans la Ligue nationale de hockey. Qui jouent encore. Pourquoi pas au baseball? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis tu sais, avec la classique mondiale de baseball, c'est un sport qui s'internationalise très bien. Tu sais, il y a des équipes comme les Pays-Bas, l'Italie, la France qui tirent bien leur épingle du jeu. Moi, j'aime ça, voir le baseball se jouer partout. Dans beaucoup de pays, parce que justement, ça va apporter de la diversité. Tu sais, souviens-toi, il y a plusieurs années, le baseball majeur, c'était beaucoup des Américains issus de nationalités, tu sais, qui sont venus de l'immigration. Tu avais beaucoup d'Américains blancs. Après ça, tu as eu une vague de joueurs venant des pays plus du Sud. Ouais. Maintenant, le baseball est beaucoup plus international qu'il l'a été. Fait que pourquoi pas un Français et plus encore dans le baseball majeur? Oui. Tu sais, on a des Québécois, on a des Canadiens,
ben oui, la France a sa place aussi. Assurément. Hey Pascal, on a un commentaire qui vient de rentrer. Je n'ai même pas envie de le lire, je te laisse le lire. Je sonne comme un vieux disque qui saute, mais un simple de Guerrero est devenu un double. C'est pas vrai. Il est devenu un double parce que Dominguez a jonglé avec la balle. Ça fait que là, tout le monde va y passer. Oui, je pense que oui. Tout le monde va y passer. Là, possiblement que Judge doit être sur le point de faire une erreur. Oui. Et là, tu vois, il y a Beau Bichette qui vient de frapper un circuit de 2 points, ce qui fait en sorte que c'est 8-4 présentement. Hey, j'aimerais ça que Sébastien soit là. Il me semble que ce serait le fun de le niaiser un peu. Oui. Il est bien heureux en vacances, mais ça, là, moi, j'appelle ça de l'autodestruction. Oui. Puis là, tu donnes la chance aux Jays qui sont hot de continuer d'être hot. Assurément. Tu donnes du momentum à une équipe qui n'en a pas besoin. Qui n'en a pas besoin. Non. Qui te précède au classement. Exceptionnel. Judge, pas Judge, mais Boone, il va se passer quoi avec lui? Je veux dire, il peut pas escalader sa mauvaise humeur de match en match, de jour en jour. À un moment donné, il faut que tu gardes la tête froide aussi. Assurément. Je pense, c'est Martin Saint-Louis qui disait ça, puis je trouvais ça intelligent. Il dit, tu sais, un journaliste qui demandait, je pense, après une grosse défaite, tu pétais une coche ou quelque chose. Il dit, tu peux pas péter des coches à chaque fois. Tu as un certain nombre de cartouches. Il faut que tu gardes ces cartouches-là parce que si tu les tires tout le temps, à un moment donné, tes chicanes, tes crises ont plus d'impact. Ça ne veut plus rien dire. Fait que c'est ça, là, boum, je sais que c'était à un podcast, mais il s'est fâché cette semaine. Tu peux pas te refâcher 3 fois cette semaine non plus, mais en même temps, tu peux pas laisser passer ça non plus, là, parce que là, écoute, on ne regarde pas le match, puis on le sait, qu'est-ce qui fait en sorte que les Blue Jays ont 2 fois plus de points présentement que les Yankees. Oui. On le sait, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Là. Puis tu sais, je présume qu'il a été mis dehors parce qu'il a rediscuté une décision de l'arbitre, mais il s'est fait mettre dehors pour changer le momentum du match aussi. Ça sert aussi à ça, mais là, il ne l'a pas changé du tout. Là. Ben non. Ça n'a pas de sens. Je vais te poser une autre question, puis après, on reviendra sûrement à un autre commentaire d'une autre erreur. Là. Une autre erreur. Ça dit dans le bas de la 7e manche présentement. Fait que ça veut dire que les Blue Jays sont théoriquement, à moins que ce ne soit pas à jour, mais les Blue Jays sont théoriquement encore au bâton. Il y a de la place pour les erreurs. Question de Quentin ici que je te soumets. Bonjour, je n'ai jamais regardé un seul match de baseball de ma vie. Par quoi commencer pour avoir de bonnes bases? C'est intéressant quand même. Bonjour à Quentin qui nous écoute. Merci d'être à l'écoute, même si tu n'as jamais regardé un match de baseball. J'ai l'impression, Pascal, que... Intéressant. C'est intéressant, mais tu sais, une des bonnes expériences aussi, c'est d'aller voir un vrai match. Parce que pour moi, le baseball, c'est un des sports qui gagne le plus à être vécu en vrai. Tu sais, c'est une chose de voir un match à la télé. Pour nous, c'est le fun, on aime la balle. Mais quand tu vas dans un stade, que tu vois cette ambiance-là, que tu entends le take me out ou peu importe, ça rajoute, tu sais, c'est exponentiel comme expérience de voir du baseball en vrai. Ben oui, parce que en plus de vivre l'expérience, tu ressens. Tu entends le son de la balle frappée par le bâton, tu entends les joueurs qui captent la balle avec leur gant. C'est sûr que ça dépend t'es où dans le stade. Ça dépend de la grosseur du stade également. Moi, ce que je ne souhaite pas à Quentin, c'est s'il va au baseball pour la première fois dans un stade et que derrière lui, il y a quelqu'un qui explique à sa blonde à chaque jeu tout ce qui se passe. Ça devient un petit peu emmerdant. Fait que ça, je lui souhaite Quentin, qui n'a jamais vu de baseball de sa vie, peut-être qu'il pourrait apprendre du gars qui explique à sa blonde. Oui, mais moi, ce que je lui proposerais, c'est quelqu'un avec toi que tu as choisi qui va t'expliquer la game, mais pas celui qui est derrière. Écoute, ça, c'est... Moi, ça me met en rogne, là. Peu importe le sport, que ce soit le football, le hockey, le baseball, on s'entend qu'on n'a pas vraiment besoin de se faire expliquer ce qui se passe sur le terrain. Mais si Quentin veut, tu sais, tu as le meilleur conseil, va voir une game de baseball, peu importe le calibre, que ce soit du baseball indépendant, que ce soit même, dépendamment où il demeure, que ce soit même du baseball junior, du baseball senior. Au Québec, ils jouent du baseball senior dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai vu que les Braves de Témiscouata sur le lac, anciennement les Braves de Cabano, sont rendus avec 2 Japonais dans leur équipe. OK. C'est fou, là. Puis je sais qu'il y a des équipes dans cette ligue-là qui sont allées chercher des joueurs en Amérique latine. Il y a du bon baseball senior au Québec, il y a du bon baseball indépendant. Puis dépendamment où il demeure, ben, tu peux aller voir des matchs de baseball A, 2A, 3A. Puis le spectacle ultime, ben, évidemment, c'est aller voir un match du baseball majeur. Là.
Moi, ce que j'aime dans un stade, Pascal, tu sais, toi, tu dis, j'aime pas quand il y a un gars qui explique à sa blonde le match. Un petit Joe connaissant. Un petit Joe connaissant. Moi, ce que j'aime, c'est de voir quelqu'un qui marque le match papier. Ça, c'est le fun. Je trouve ça encore plus beau quand c'est un couple. Tu sais, mettons un couple de... Tu le vois là, que c'est pas leur premier rodéo. Là. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils marquent des matchs de baseball ensemble. Je trouve ça beau, moi. Oui, totalement. Moi, quand j'étais plus jeune, je marquais les matchs des Expos à la radio. Tu sais, c'est très imaginaire de dire, tu es à la radio, tu entends le commentateur, tu marques sur ta carte de pointage. J'ai encore les cartes de pointage d'ailleurs. Mais oui, tu as raison. Tu sais, en 2025, avoir sa carte de pointage et marquer le match, t'es vraiment connecté avec ce qui se passe. Oui, parce que tu peux l'avoir en temps réel sur ton téléphone. Fait que de le marquer papier, c'est old school. Ouais. Moi aussi, j'ai marqué plus jeune. Là, c'était un de mes premiers emplois là, à, je sais pas, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je me souviendrai à 100%. Tu sais, je me souviens de la base, mais ça fait longtemps que j'ai marqué. Ça revient vite après moi, Charles. Probablement, mais je pense que j'aurais besoin d'un petit refresher là, de 2-3 minutes là, pour certaines situations, mais la base, là, je me rappelle. On a un commentaire ici de Léandre qui nous dit « Salut les gars, petit jeu pour la date limite des transactions. Lequel vous prenez pour les Blue Jays? Garland, Edward Cabrera ou Mitch Keller? Quel package feriez-vous pour le joueur de votre choix? » Package, c'est dur à dire parce que les prix vont changer d'ici la prochaine semaine, mais pour un lanceur de premier plan, ça va probablement prendre des espoirs de premier plan. Donc, je ne veux pas te nommer de nom, mais je vais te dire un retour que tu fais qui va te faire sourciller. Là. Si ces gars-là sont échangés, ce ne sera pas à rabais. Écoute, peut-être Garland parce que c'est un futur agent libre, mais encore là, c'est un gros nom. Je ne pense pas qu'il va être échangé à rabais non plus. Puis les Diamondbacks ne sont pas obligés de l'échanger. Donc, non, je maintiens ma réponse. C'est un package qui va te faire dire Garland, Cabrera ou Mitch Keller. On parlait de Keller tantôt. J'ai vraiment l'impression que ça pourrait être un fit intéressant. Cabrera, je ne le vois pas nécessairement quitter Miami. Je pense que c'est trop tôt encore. Puis Garland, c'est pas celui qui a la meilleure des saisons non plus. Moi, j'irais avec Mitch Keller, Pascal. Moi, j'irais avec Mitch Keller aussi pour les raisons qu'on a données tout à l'heure. Cabrera, je le connais moins. Garland, il n'a tellement pas une bonne saison que tu dis qu'il n'est tellement pas dans un bon mood que même s'il change d'équipe, je ne suis pas sûr qu'il revienne à son minding d'antan. Oui, c'est un joueur qui a été dominant. Est-ce qu'il l'est encore? Est-ce que c'est juste une mauvaise année dans le corps? Keller démontre plus de potentiel à court et moyen terme, tant qu'à moi. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Pascal, ça fait le tour des questions qu'on a, puis jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu d'autres erreurs défensives des Yankees que j'ai à te présenter. Donc, écoute, la game n'est pas finie, là, on se le textera en temps et lieu si on voit d'autres erreurs, mais dans le cadre du podcast, il n'y en a plus. Donc, Pascal, merci beaucoup d'avoir été là avec moi encore une fois cette semaine. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Partagé. Merci aux auditeurs aussi qui ont interagi avec nous, autant sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. Les mercredis à 20h, vous pouvez nous écouter en live, venir poser vos questions, venir interagir, là, surtout quand les Yankees décident de l'échapper complètement contre les Blue Jays. Là, ça rajoute une belle petite saveur au podcast. Merci à ceux qui nous écoutent aussi sur toutes les plateformes plus traditionnelles de podcast. Si vous nous cherchez, vous allez nous trouver. Et vous pouvez aussi nous voir sur le site passionmlb.com. Il y a la section podcast, mais il y a aussi tous les articles qu'on publie à tous les jours, incluant les articles de matin et de fin de semaine de Pascal, qu'on attend toujours évidemment avec beaucoup d'impatience parce qu'on aime beaucoup lire les textes de Pascal sur le baseball. C'est gentil. Ça fait plaisir. Merci donc à tout le monde d'avoir été là encore une fois cette semaine. La semaine prochaine, on se jasera le mercredi soir pour ce qui est évidemment de notre podcast habituel à la veille de la date limite des transactions. Ce n'est pas impossible qu'on vous prévoie un petit épisode spécial pour revenir sur ce qui se sera passé au cours de cette période-là. Donc, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus de détails quand le tout sera confirmé. La semaine prochaine, Sébastien qui sera de retour avec moi. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine de baseball et on se dit à la semaine prochaine.